Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse marocaine qui s'intéresse au développement de l'économie du soin. Oui, l'économie du soin qui dit et qui répond à ces questions. Qui s'occupe des enfants, des personnes âgées, des malades, des personnes en situation de handicap? Et oui, longtemps au Maroc, la réponse semblait évidente, la famille. Mais cette évidence semble évoluer car selon aujourd'hui le Maroc, le CESE alerte, le pays fait face à un vieillissement accéléré, à l'augmentation des maladies chroniques et à l'évolution des structures familiales. Résultat, les besoins en soins explosent alors que l'offre publique et privée reste insuffisante et inégalement répartie. Le CESE rappelle également que le soin autrui englobe aussi bien le travail rémunéré, soit les aides à domicile, les infirmières, les assistantes maternelles, que le travail non rémunéré assuré au quotidien dans les foyers. Un travail longtemps invisible et massivement féminin. Et selon le HCP, si ce travail non rémunéré était intégré aux comptes nationaux, le PIB, lui, augmenterait de 19%, dont 16% imputables seulement aux femmes. Et côté politique publique et vision globale, les Échos donnent la parole à Fadia Saada, directrice régionale pour le développement humain à la Banque mondiale. Dans un entretien exclusif, elle replace clairement l'économie du soin marocaine dans des tendances mondiales plus larges, vieillissement des populations, mutation des structures familiales et transformation du travail. Selon elle, le Maroc se distingue déjà par ses investissements en santé, éducation et protection sociale, mais doit désormais anticiper davantage. Elle insiste aussi sur la nécessité de bâtir un capital humain plus résilient et inclusif, capable de répondre aux besoins d'une société marocaine qui se mondialise aussi dans ses attentes sociales. Elle cite notamment le développement des services de garde d'enfants, des soins de longue durée, la prévention des maladies chroniques et des politiques publiques tournées vers le vieillissement actif. Mais l'économie du soin ne se limite pas à créer des services, elle vise aussi l'autonomie des personnes concernées. L'opinion illustre cette logique avec l'entrée en vigueur de la carte de réduction ferroviaire pour les personnes en situation de handicap, offrant 50% de réduction sur les billets de train, y compris pour les accompagnateurs des personnes malvoyantes. Et plus de 5000 demandes ont déjà été enregistrées, une mesure qui vise à faciliter la mobilité, l'autonomie et l'inclusion sociale et qui illustre une reconnaissance progressive des besoins spécifiques liés aux soins et aussi à l'accompagnement. Et cette autonomisation passe aussi par l'accès à des services pour tous, comme le sport. Aujourd'hui, le Maroc rapporte le lancement à Rabat d'un camp d'entraînement de haut niveau en para-athlétisme, réunissant athlètes et entraîneurs africains. Au-delà de la performance, le programme met l'accent sur le suivi médical, la préparation mentale, la nutrition et la formation, avec une forte participation féminine. Une autre facette du soin, celle qui permet à chacun de se réapproprier son corps, sa mobilité et surtout sa place dans la société. La presse s'intéresse aussi aux économies les plus performantes du continent africain. Et selon l'Infodrome qui partage les dernières projections du FMI, le continent reste dominé par quelques poids lourds avec l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Le Maroc, quant à lui, confirme son classement à la 5e place avec un PIB de 196 milliards de dollars devant le Kenya, l'Éthiopie ou encore le Ghana. Un palmarès qui, malgré des économies globalement dynamiques sur le continent, rappelle qu'une large partie des richesses se concentre dans certains pôles spécifiques. Et le 360 montre que ces performances ne reposent pas sur les mêmes ressorts. L'Afrique du Sud conserve sa première place grâce à son système financier et un tissu industriel diversifié malgré des contraintes énergétiques. L'Égypte s'appuie sur des investissements publics massifs et des infrastructures structurantes comme le canal de Suez au prix d'un endettement élevé. Le Maroc, lui, se distingue par une diversification progressive, automobile, aéronautique, phosphate, énergie renouvelable et services exportables, ce qui lui confère une bonne capacité d'absorption des chocs climatiques mais aussi économiques. Et cette dynamique passe aussi par le commerce intra-africain. Le site Info montre comment le Club Afrique Développement porté par le groupe marocain Attijari Wafa Bank agit concrètement sur le terrain. Réunis au Gabon, plus de 300 décideurs de 11 pays africains, dont le Maroc, ont participé à des rencontres B2B dans des secteurs clés comme l'agrobusiness, les matériaux de construction, l'énergie ou les mines. Et plus de 200 rencontres d'affaires ont été organisées. L'objectif est de faire du commerce intra-africain un réel levier de croissance en connectant les entreprises africaines entre elles au-delà des frontières et des blocs régionaux. Et enfin, un angle souvent sous-estimé, le narratif économique.
Dans une tribune publiée par Financial Afrique, Seynabou Dia Sall, fondatrice de Global Mind Consulting, rappelle que l'Afrique n'est pas seulement évaluée sur ses performances économiques, mais sur la manière dont elles sont perçues. Selon elle, un narratif économique mal maîtrisé renchérit le coût du capital, freine l'investissement et sous-valorise les réformes réelles. Elle cite plusieurs exemples, le Rwanda qui a d'abord réformé son administration avant de bâtir son récit, le Maroc dont le narratif est crédible car aligné sur une trajectoire claire d'industrialisation, d'export et sa position de plateforme régionale, ou encore le Bénin qui a structuré son nation branding autour de sa culture comme un outil de projection économique. Sa conclusion est sans équivoque, le narratif sans réforme est une impasse, mais sans narratif lisible, même les réformes les plus fortes restent sous-valorisées. Alors là, on est entre la philosophie et la santé publique. Comment réduire nos addictions aux écrans pendant un mois? Oui. Juste un mois. Juste un mois. Et d'ailleurs, information importante, janvier est derrière nous. Rachid, je pense que vous l'avez remarqué. Et nous sommes en février. Voilà, c'est l'information du jour. Et oui, on va parler. Merci, Mariam. On va parler justement de ce fameux mois de février qui ne veut pas être un mois comme les autres, car il veut qu'on lui fasse une promesse, celle de lever le pied sur nos écrans. Une promesse qui porte un nom, le Off February. Le Nouvel Obs nous explique en quoi il consiste. Ce mouvement né aux États-Unis propose que pendant 28 jours, on réduise, voire coupe le temps passé à scroller sur les réseaux sociaux, car nous y passons des heures astronomiques. Et selon l'article, par exemple, les Français passent en moyenne plus de 54 heures par mois à faire défiler leurs écrans, soit environ 2 heures par jour. Un temps qui grignote le sommeil, la concentration, les relations sociales. Le Off February ne veut pas non plus être moralisateur ni culpabilisant. Il nous invite simplement à reprendre pendant quelques jours le contrôle de notre attention. Oui, l'attention, car derrière ce geste symbolique, il y a là une vraie question de la maîtrise de notre attention. Et ces effets se voient jusque dans les lieux où l'attention est censée être centrale. Le magazine américain The Atlantic raconte un phénomène frappant. Même les étudiants en cinéma peinent aujourd'hui à regarder un film jusqu'au bout. Des professeurs expliquent que depuis quelques années, rester concentré sur une œuvre longue devient un effort presque insupportable. Certains étudiants regardent leur téléphone pendant les projections, incapables de résister comme un manque. Le problème n'est plus seulement la lecture ou l'effort intellectuel, mais la durée même de l'attention mise à mal par des usages numériques fragmentés et permanents. Et cette hyperconnexion a aussi un coût invisible, la fatigue mentale. Selon Courrier International qui relaie une étude de Nature, les scientifiques s'y intéressent de plus en plus. Le cerveau humain, contrairement à une machine, s'épuise, et oui, après des journées saturées de sollicitations, de décisions et de notifications, la fatigue cognitive s'installe. Elle entraîne une baisse de concentration, de motivation et de capacité de jugement et augmente le risque d'erreurs parfois graves. Cette fatigue est encore plus marquée lorsqu'elle se combine au manque de sommeil, à la perturbation, à des rythmes naturels, des effets aussi directement liés à l'usage excessif des écrans. En somme, le Off February ne promet pas un miracle, il ne prône pas non plus un rejet du numérique, c'est simplement une pause, une pause pour redonner de l'espace à notre cerveau, pour lui permettre de redécouvrir le temps long. Un mois seulement, juste assez pour voir si ça change quelque chose. Ça me laisse dubitatif. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 février 2026. Quel autre 3 février avez-vous retenu dans l'histoire, Mariam? C'est un cours d'histoire important et c'est le 3 février 1488 où le navigateur portugais Bartolomeu Dias fait escale sur la côte sud de l'Afrique. Après avoir franchi sans le savoir l'extrémité du continent, il vient de passer de l'Atlantique à l'océan Indien. La preuve est faite qu'il est possible de contourner l'Afrique par le sud pour rejoindre l'Asie des épices. Bartolomeu Dias proposera d'appeler ce passage le cap des tempêtes, mais le roi Jean II choisit un autre nom, plus politique que maritime, cap de Bonne-Espérance. Un cap qui symbolise désormais l'espoir d'atteindre les Indes par la mer. Et à son retour à Lisbonne, Bartolomeu Dias est accueilli en triomphe, mais sur les quais, un marin observe la scène avec amertume. Christophe
colons, car son projet, lui, de rejoindre l'Asie par l'ouest, perd soudain de sa crédibilité. Et quelques années plus tard, il tentera malgré tout sa chance et tombera en 1492 sur un continent que l'Europe n'attendait pas, l'Amérique, qu'il prendra pour les Indes. Le 3 février 1488 sonne comme un rappel historique majeur. En contournant l'Afrique, l'Europe ouvre une nouvelle ère de circulation, de conquête et de rivalité dont les conséquences marqueront durablement le continent africain tout autant que l'histoire du monde entier. Il faut ça. Un peu de mauvais souvenirs avec Dias. Je vais dire la vérité, moi je suis pas bien là depuis quelques minutes. Je suis désolée, mais c'est l'histoire, c'est l'histoire. Merci beaucoup Mariam Kokaïna.